Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Le corps et l'esprit ne font qu'un. Gino Fidelin, coach sportif, a décidé de faire travailler à ses élèves ces deux éléments conjointement afin d'en tirer le meilleur. Aujourd'hui, nous allons découvrir une méthode de travail différente pour faire ressortir notre plein potentiel. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. N'hésite pas à t'abonner, commenter, noter et partager ce podcast pour m'aider à être mieux référencé. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Gino. Bonjour Tia. Merci d'être là. Je sais que tu es débordé, que tu as un emploi du temps de ministre. Donc vraiment, merci du fond du cœur de participer à cette pause café avec moi. Merci à toi de me solliciter, de m'avoir convié à cette pause café. C'est pour moi un honneur de participer à ce podcast avec toi. C'est trop cool. On va commencer par une question très très simple, mais obligatoire que je pose à tous mes invités. Toi, t'es plutôt thé ou café? Alors, je suis plutôt thé. J'aime bien le thé gingembre curcuma. D'accord. Il me semble que le curcuma, c'est bon pour la santé. Je suis pas très très forte dans les épices, mais il me semble que c'est bon pour la santé. En effet, c'est un puissant antioxydant et ça permet d'éliminer les radicaux libres liés à la pollution quotidienne, hein, que ce soit au niveau de l'atmosphère, que ce soit au niveau de notre alimentation, mais aussi de nos déchets liés au sport. Donc, c'est l'une des racines ainsi que le gingembre que l'on doit consommer tous les jours. Et c'est vrai, tu vois, tu parles de ça. Je me rappelle, c'était en hiver dernier, au mois de février. J'étais à, je sais plus, à Hambourg. Ouais, à Hambourg. Et tu sais, quand tu vas être malade, tu sens que ça va pas. Et j'étais dans un restaurant et j'ai pris un golden milk, justement à base de curcuma. Et je te promets que je n'ai pas été malade. Et à chaque fois maintenant que je sens que je vais avoir la grippe, je prends un golden milk. Et c'est vrai que j'ai plus rien. C'est dingue. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire que nos médicaments se retrouvent dans notre assiette et dans ce que l'on consomme tous les jours. Très souvent, on a pour habitude, bon, c'est un peu lié à notre éducation et par rapport à notre environnement, hein. On a une éducation occidentale, donc dès qu'on tombe malade, bon, ben, il faut aller chez le médecin, il faut prendre des médicaments. Heureusement, j'ai eu une éducation antillaise, caribéenne et africaine, avec justement les sensibilités de l'efficacité de notre alimentation, de nos produits, de nos plantes qui ont ce pouvoir aussi de nous permettre de rester en bonne santé et surtout de prévenir au lieu de guérir. Par conséquent, depuis mon enfance, eu cette hygiène de vie à consommer des aliments sains pour éviter de tomber malade, ou quand je sens que je vais justement choper une petite grippe ou un petit rhume, c'est vite fait régler tout simplement en consommant les produits adéquats que nous avons sur notre territoire en Martinique. Mais justement, on va revenir sur la partie alimentation qui est une partie importante du sport. On va en parler tout à l'heure. Mais on va d'abord remonter dans le temps. Tu étais quel genre d'enfant? Parce que souvent, on a l'impression que les coachs sportifs, ce sont forcément des enfants hyper actifs qui bougent partout. Est-ce que toi, tu étais comme ça? En effet, hein, j'étais un enfant hyperactif. Donc, j'étais un enfant indigo, on dit hein, dans un jargon un peu plus spirituel, entre guillemets, où j'étais très hyperactif, très éveillé spirituellement. J'ai atteint une maturité spirituelle très, très tôt. Et j'ai toujours eu ce comportement où je rassemblais autour de moi les copains pour aller surfer, ou pour aller nager, ou pour aller courir dans les bois. Et même tout seul, d'ailleurs, j'ai eu de l'âge de 4 ans jusqu'à mes 12 ans,
J'avais pas d'amis, j'avais pas de copains, j'avais pas de copines, j'étais plutôt seul. Et donc, du coup, j'ai développé cette facilité de m'amuser, de faire du sport seul depuis très jeune, depuis mon plus jeune âge. À l'âge de 4 ans, j'ai pratiqué du kung-fu Ouais. jusqu'à l'âge de 8 ans. Et j'habitais à Lyon à l'époque, je suis né à Lyon. Et mes parents ont décidé de retourner au pays. Et en retournant au pays à 8 ans, j'ai continué les arts martiaux où, bon, ça n'existait pas encore en Martinique, le kung-fu. Donc, du coup, j'ai fait du karaté. Ouais. Mais étant sur une île et n'habitant pas très loin de la mer, j'avais envie d'apprendre à nager. Et ça a été mon sport favori, d'ailleurs, la natation et le surf. Et jusqu'à l'âge de mes 20 ans, j'ai pratiqué de la natation en compétition. Mais chaque année, je changeais de sport à côté. Je faisais de la natation en compétition. Ouais. Mais chaque année, j'ai fait du handball, j'ai fait du basket, j'ai fait du tennis, j'ai fait du karaté, du jiu-jitsu. Je crois que j'ai touché à tous les sports. Voilà. Et j'ai été passionné de sport depuis l'âge de 4 ans parce que, en fait, mes parents aussi ont été des sportifs. Donc, c'est dans mon ADN. Dans ma famille, il y a eu de très grands sportifs également. Donc, du coup, c'est dans le sang. Et j'ai été passionné de sport depuis mon plus jeune âge. D'accord, bah tu vois, tu réponds à la question parce que j'allais te demander justement, est-ce que c'était une passion depuis petit ou est-ce que c'est vraiment avec l'âge que tu as compris que tu aimais ça? Bah, tu viens d'y répondre. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui vont faire du sport au début, comme moi par exemple. Moi, j'ai fait beaucoup de sport jeune, j'ai fait du hand, du volley, mais j'étais pas passionnée. Je faisais ça plus parce que c'était un moment pour retrouver mes potes, mais j'étais pas passionnée. Et c'est vraiment avec l'âge, quand j'ai commencé à aller en salle, que j'ai fait du crossfit, que j'ai travaillé avec toi, qu'on a bossé ensemble, que j'ai vraiment compris que ça me faisait du bien et que j'en avais besoin. Et alors, je sais même pas si encore aujourd'hui je suis passionnée, mais en tout cas, je sais que j'en ai réellement besoin. Mais tu as vu, c'est venu avec l'âge. Et je sais d'une personne à une autre, ça peut varier. Mais toi, comme tu nous l'as dit, ça arrivé très jeune. Oui, très jeune, je suis tombé dedans et il ne se passait pas une journée dans ma vie où je faisais pas de sport. J'étais passionné de basket. J'ai créé mon panier de basket tout seul parce que j'avais pas les moyens de m'en acheter un. J'avais mon vélo. Tous les jours, je marchais 3 kilomètres pour aller prendre le bus. Et je me rappelle mon premier chien qui s'appelait Fanor. Il m'accompagnait tous les jours au bus. Et il m'attendait tous les soirs à l'arrêt de bus pour me raccompagner à la maison. Et donc, tous les jours, je faisais 6 kilomètres pour aller à l'école. D'accord. Est-ce que le métier de coach sportif, pour toi, ça a été une évidence aussi dès le plus jeune âge ou non, c'est venu après? Alors, très tôt, j'ai compris que c'est ce que je voulais faire. Malheureusement, je n'aimais pas l'école. Je n'aimais pas ce que j'apprenais. Dès lors où on m'a appris que les Gaulois étaient mes ancêtres, j'ai tout de suite compris, étant conscient de mes origines, discutant avec mes grands-parents, avec mes cousins, mes cousines et voyant dans quel univers je grandissais, je comprenais pas à quel moment mes ancêtres étaient des Gaulois. Donc, dès mon plus jeune âge, j'avais un problème avec l'éducation qui n'allait pas dans mon sens. Ça ne me correspondait pas. Et je n'ai pas eu de chance non plus à tomber sur des maîtres d'école ou des maîtresses ou des professeurs pour justement me permettre de comprendre que l'école, c'est important pour développer nos capacités mentales, mais aussi de développer des compétences. Et c'était plutôt une contrainte, l'école, et non un plaisir d'y aller. Et du coup, j'ai eu des difficultés à l'école parce que je n'aimais pas ça. J'y allais parce que il fallait y aller. Et ce qui fait que j'ai été mal orienté quand j'étais en 3e. Moi, je voulais faire STAPS parce que à l'époque, c'est ce qu'on nous disait qu'il fallait faire pour être prof de sport. À l'époque, on ne parlait pas encore des brevets d'État pour être éducateur sportif. Ce n'était pas très commun ni courant. Enfin, en tout cas, à mon époque, je ne savais même pas que ça existait. Et je pensais que pour travailler dans le sport, on pouvait qu'être professeur de sport. Donc, j'ai été très mal conseillé et orienté, qui fait que
je me suis orienté vers l'électrotechnique où j'ai fait un BEP, un CAP et un bac STI génie électrotechnique. Mais je n'ai jamais aimé ça et j'allais à l'école à reculons, sauf au lycée parce que j'ai eu la chance d'aller au lycée à Cajou 2 et ça a été mes meilleures années de ma life parce que j'ai vécu une adolescence mémorable où j'ai connu des gens super, enfin, j'ai connu des personnes magnifiques qui jusqu'à aujourd'hui font partie de ma vie, sont mes meilleurs amis. On a vécu ensemble notre adolescence et ça m'a grandi énormément parce qu'en fait, dans cette aventure, j'habitais à Joupa-Bouillon à l'époque. Ah oui. Et, alors pour ceux qui ne connaissent pas la Martinique, à Joupa-Bouillon, c'est le nord Atlantique. Et c'est vrai que quand toi, tu étais à l'école au centre de l'île, et c'est quand même très très loin. On peut dire que en voiture, on en a pour 1 heure à peu près. 1h30 avec les embouteillages. 1h30 avec les embouteillages. 1 heure sans embouteillage en faisant par la trace. Ouais. Mais voilà, je pouvais pas très souvent faire par la trace parce que très souvent je devais faire du stop pour aller à l'école parce que j'avais pas forcément les moyens de payer le taxi ou je préfère garder l'argent du taxi à l'époque pour soit aller à la galeria m'acheter des bonbons, des friandises ou inviter la copine au cinéma. Enfin bon bref, quand on est jeune, bah oui. on s'adapte avec les moyens du bord. Et ça m'a forgé quand bien même un mental d'acier parce que c'était très compliqué quand bien même d'aller au lycée tous les jours en stop et de rentrer chez soi à 20h, 21h parfois pour repartir le lendemain à l'école. Et ce, pendant quelques années, ça a été comme ça. Et mais j'ai adoré cette aventure parce que ça m'a grandi. Ouais. Ça m'a grandi et ça m'a permis de prendre conscience à cette époque que j'étais capable de réaliser mes rêves et de faire ce que j'avais envie de faire. Bah justement, vas-y, continue. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais prendre en main mon avenir et que je n'étais pas sur cette planète pour subir le choix de mes supérieurs en parlant des professeurs ou en parlant de mes parents, mais que j'étais libre de faire mes choix et de les assumer pour pouvoir être épanoui dans ma vie. Alors, tu nous parles de ton rêve, justement, donc, qui est de devenir coach sportif. Comment tu fais pour devenir coach sportif? Parce que par rapport à ce que tu nous dis, on a l'impression que c'est quand même compliqué à l'époque, aux Antilles. Comment toi, tu te dis, voilà, je viens pas d'une famille riche, c'est compliqué, mais je vais devenir coach sportif. Comment tu fais? C'est quoi le cheminement? Comment tu te formes? Alors, comment c'est arrivé à moi déjà, avant de parler de comment je me suis formé? À l'issue de mon bac STI, j'ai décidé d'arrêter l'école parce que j'en avais marre de faire des choses qui ne m'intéressent pas et qui ne me parlent pas parce que la loi d'homme, franchement, j'en avais rien à faire à l'époque. Ouais. Et j'avais décidé de m'orienter vers la vie active et en commençant ma vie active, je me suis inscrit chez les sapeurs-pompiers à Saint-Pierre et j'ai commencé ma vie active en étant sapeur-pompier volontaire à la caserne de Saint-Pierre. Et d'ailleurs, un petit coucou à Monsieur Tiburce qui, lui, m'a pris sous ses bras et en moins d'1 an m'a permis de faire au moins 6 formations en tant que sapeur-pompier volontaire. Normalement, c'est 2 par an. En 1 année, j'en ai fait 6. Ah ouais. Et dans les 6, j'ai fait opérateur sportif des sapeurs-pompiers. Et c'est en faisant la formation pour être opérateur sportif des sapeurs-pompiers, donc coach sportif des sapeurs-pompiers, que j'ai découvert qu'il y avait la possibilité de se former pour avoir un diplôme d'État pour être coach sportif. Et c'est à partir de là que j'ai eu connaissance des différentes formations dans le civil pour être diplômé d'État, pour mener à bien ma mission qui était d'être coach sportif. Et à l'époque, du coup, j'ai fait un brevet professionnel de la jeunesse et des sports, activité physique pour tous. Donc, c'est un brevet d'État pluridisciplinaire qui me permettait d'exercer
à la découverte de différentes activités physiques et sportives. À l'issue, j'ai voulu continuer parce que j'étais resté un peu sur ma faim, sur le contenu. Ouais. Et j'ai fait un deuxième diplôme, toujours un brevet d'État, mais métier de la forme et de la force. Donc, du coup, ça m'a permis d'avoir un large champ de vision, mais aussi d'avoir plusieurs cordes à mon arc pour aujourd'hui exercer ma passion qui est le sport avec un grand S. Ouais, avec un grand S, parce que moi, je me rappelle, alors aujourd'hui, on va dire que tu continues un peu dans le sport dans lequel je t'ai connu il y a quelques années, justement, je vais y revenir, mais aujourd'hui, tu aspires à autre chose et on va en parler, on en vient. Mais quand je t'ai connu, il y a très longtemps, il y a très très longtemps, tu faisais du bootcamp. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le bootcamp et pourquoi avoir été dans cette direction? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, pareil, hein, on ne nous forme pas très souvent sur notre territoire. Je ne sais pas si maintenant ça a changé, je l'espère en tout cas, mais à mon époque, on ne nous formait pas pour être des entrepreneurs. On nous formait pour être des salariés, pour être assujettis à être un salarié, pour être un coach sportif en salle de sport ou travailler pour une ligue. Je crois que travailler pour une association. Comment? Je crois que c'est toujours le cas. Je crois que l'école, malheureusement, forme aujourd'hui, en tout cas en France, pour être salarié et pas pour être auto-entrepreneur ou même créateur d'entreprise. Ou tu vois, je pense que malheureusement, c'est toujours le cas. Voilà, donc c'était mon cas à l'époque. Et pareil, quand j'ai du mal à me sentir à l'aise dans quelque chose, je le fais pas bien. Je le fais pas bien, j'ai un blocage et du coup, je ne suis pas à fond. Et moi, je suis quelqu'un de passionné. Quand je fais quelque chose, c'est toujours à fond. Je fais jamais à moitié. C'est soit j'y vais, soit j'y vais pas. Soit je fais pas. Bon, c'est comme ça que je suis. Je m'accepte comme ça. Je fais avec. Et à l'époque, en effet, au regard des différentes formations que j'ai pu recevoir, c'était plutôt orienté pour être salarié, coach sportif dans une salle de sport parce que on va t'apprendre des chorégraphies qui sont dictées par une multinationale et il faudra faire la même chose avec tes clients. Mais on te donnait pas forcément l'occasion de créer ta propre chorégraphie et de t'exprimer avec tes sensibilités, tes musiques qui te parlent, etc., etc. Et moi, ça m'avait pas vraiment plu. Et je vais pas trop rentrer dans les détails parce que l'histoire est longue et on risque de faire un podcast de 5 heures. D'accord. Mais pour résumer, à un moment de ma vie, en tant que salarié, j'ai dit stop. J'ai démissionné de mon travail. Et je suis parti à l'aventure pendant 9 mois en Europe. Dans cette aventure, j'ai commencé par faire une mission humanitaire au Bénin, en Afrique, où pendant 1 mois, avec une ONG, les Hirondelles de l'avenir, j'ai pu faire de la préparation physique pour une équipe de football au Bénin, de la ville, de la capitale Cotonou, où j'ai préparé les joueurs de football à la compétition la compétition de la Coupe d'Afrique, où j'ai fait la préparation physique de cette équipe. J'ai travaillé aussi dans un centre de réadaptation athlétique pour des athlètes en réathlétisation suite à une blessure. Puis aussi, j'ai découvert la terre-mère, la terre de mes ancêtres. Et cette aventure a quand bien même changé une partie de ma vie parce qu'elle m'a fait prendre conscience du territoire, de la culture, de la spiritualité de mes ancêtres et ce qu'on m'avait toujours caché jusqu'à ce jour. Et dès ce jour-là, j'ai pu voir et comprendre la vie différemment, avec un peu plus d'humilité, avec un peu plus d'humanité,
mais surtout avec beaucoup plus de recul et de réflexion sur la vie et ce que l'on vit et comment on vit en fait. Et à mon retour de cette mission humanitaire, j'étais sur Paris chez mon meilleur ami et il y avait le Salon mondial du fitness que j'affectionne particulièrement parce que à ce salon, on y découvre pas mal de concepts chaque année, du nouveau matériel, des nouveaux concepts d'entraînement ou de préparation physique ou de cours collectifs, enfin bref. Et c'était à ce salon que j'ai pu découvrir le concept bootcamp. Et en effet, à l'issue de cette découverte, je suis parti faire ma formation à Liverpool et je parlais pas un mot d'anglais. J'étais le seul black de la j'étais le seul black de la formation. Je parlais pas anglais et pourtant j'ai pu mener à bien ma formation et je me suis dit putain mais c'est un truc pour les machos, il y aura que des mecs dans mon truc. Bon, est-ce que ça parce va que c'est quand même très masculin. En tout cas, l'image qu'on en a, c'est masculin, c'est la force, c'est l'armée. C'est le mindset où on va développer le dépassement de soi, la rigueur, la camaraderie, mais de manière bon enfant. Ouais. Et la formation que j'ai reçue, je n'ai pas pu l'appliquer telle qu'elle en Martinique parce que on est quand même un public particulier entre guillemets où on est assez susceptible. Faut pas trop parler fort. Il faut composer avec les caractères de chacun. Voilà. Donc j'ai dû moduler le concept pour qu'il soit adapté et qu'il puisse plaire à la population. Du coup, j'ai créé le Bootcamp Academy Martinique. Ouais. Et c'était en 2011. Dès le premier cours, le premier lancement, je me rappelle, c'était à Madjana pour un salon du bien-être. Et c'est mon ami Olivier Valide qui avait organisé ce salon bien-être qui m'avait convié. Et j'ai fait le lancement du concept à ce salon. Figure-toi qu'il y avait peut-être sur la centaine de participants, il y avait peut-être une dizaine de gars. Il y avait eu que des femmes. Et ce, pendant la dizaine d'années où j'ai exercé le Bootcamp Academy Martinique, que j'ai eu la chance également de développer en Guadeloupe et en Guyane, il y a toujours eu 90% de femmes, 10% d'hommes. Ça n'a jamais intéressé les messieurs en majorité. Ça a toujours plus intéressé les femmes, à croire que les femmes en Martinique, elles ont beaucoup plus de caractère, beaucoup plus d'orgueil. Mais c'est une réalité. Ouais. Sans vouloir critiquer mes confrères, on est plutôt dans l'aspect où moi je préfère aller en salle pour soulever de la fonte ou faire un cours collectif que le football, le cyclisme, etc. Le concept bootcamp n'a pas forcément plu à la gente masculine en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, c'est un constat. Ça a été beaucoup plébiscité par la gente féminine. Alors tu vois, c'est marrant parce que pour l'avoir fait avec toi pendant quelques années, moi, ce qui m'a marqué dans la pratique du bootcamp, c'est vraiment le dépassement de soi. Et c'est vrai que honnêtement, il y a eu une TIA au début et une TIA après le bootcamp parce que j'ai réalisé que moi, je me mettais des barrières. Et à chaque cours, toi, tu réussissais à me faire passer des étapes, à me faire passer des steps. Et finalement, c'est ce que je retiens du bootcamp. C'est que oui, on a l'impression que c'est un truc de mec, mais au final, on peut être surpris de ce qu'on a à l'intérieur parce que c'est vraiment un sport qui va nous permettre d'aller au-delà de ce que l'on pensait. Et c'est une pratique que j'ai vraiment adorée. Exact, parce qu'en fait, le bootcamp n'est pas... Alors, ce n'est pas un sport... qui reste juste sur la pratique sportive. C'est un sport qui a pour objectif de développer les capacités mentales du pratiquant, lui apprendre qu'il est capable d'évoluer, qu'il est capable de réussir et que malgré les obstacles, qu'il est capable de surmonter ces obstacles. Et le bootcamp, le Bootcamp Academy Martinique a eu plusieurs branches. Il y a eu le côté aussi team building où auprès des entreprises du territoire, j'ai pu développer ce mindset où
permettre aux entreprises de favoriser le dialogue entre les salariés, de favoriser la cohésion, de favoriser la communication. Donc, c'est un concept qui permet, j'ai travaillé aussi avec les enfants, je travaille également au foyer de l'Espérance ou auprès de jeunes qui sont en réinsertion sociale. Je leur apprends via le bootcamp à s'aimer, à travailler avec l'autre, à écouter et à respecter des consignes, à se dépasser, que quand on est fatigué, on continue et on y va quand même. Et cette activité, justement, m'a permis de comprendre pendant toutes ces années d'activité que le sport ne peut pas être dissocié du mindset et que l'individu doit être pris à 360 degrés dans son développement personnel et physique. Tu vois, ça c'est super intéressant parce que je crois alors, j'ai pu travailler avec beaucoup de coachs, mais très rarement on parle de cet aspect développement personnel. Quand on parle de sport, on va parler nourriture, forcément, mais très peu parlent de développement personnel. Alors, ça ne veut pas dire que les coachs ne font pas de développement personnel pour eux, mais c'est vrai que c'est pas une notion qu'on inculque forcément dans la pratique du sport, alors que moi, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, si tu ne vas pas bien dans ta tête, c'est compliqué d'aller bien dans ton corps. C'est ça. Parce que on peut être fort physiquement, mais si mentalement ça suit pas, on va nulle part. La base d'un développement physique commence par le développement mental. Donc la préparation mentale est indissociable à la préparation physique. Et là, en ce moment, on travaille ensemble. Pour rebondir sur ça, c'est vrai que on a eu, je me rappelle d'une conversation qu'on a eue où je te disais que c'était compliqué parce que là, on est vraiment en plus dans une préparation physique pour un événement sportif, donc c'est pas juste une perte de poids, même si ça peut être aussi très dur pour certaines personnes. Là, on a quand même un niveau un petit peu plus élevé, et c'est vrai que je me rappelle de cette conversation qu'on avait quand je te disais que c'était compliqué, que je sentais que j'étais fatiguée, que voilà, là ça faisait 2-3 mois qu'on avait commencé à bosser ensemble, et tu me disais c'est vraiment le mental qui va faire que je vais me surpasser et que je vais dépasser cette phase de c'est fatigant, je n'y arrive pas et j'ai l'impression de stagner. Et c'est vrai, en fait, c'est une fois qu'on arrive à comprendre que tout se passe dans la tête, qu'on arrive à progresser, qu'on arrive à aller de l'avant, et c'est super important. Exact, puisque le cerveau, c'est le moteur du corps. Ouais. Donc, si le moteur ne tourne pas rond, le corps y suit, en fait. Par conséquent, il est important de développer ses capacités mentales, d'abnégation face à la difficulté et de réagir différemment face aux informations que le corps nous apporte. Très souvent, mes athlètes ont pour habitude de me dire « Ah oui, je suis fatigué, j'ai des courbatures ». Très souvent, moi, je leur répète, tu n'es pas fatigué, tu n'as pas de courbatures. Ton corps, il se transforme. Par conséquent, il est normal que tu aies un métabolisme ralenti parce que ton alimentation n'est peut-être pas adéquate avec l'effort que tu as fourni. Et si tes courbatures durent plus longtemps, c'est parce que très souvent, l'alimentation n'est pas adéquate. Donc, on fait très souvent un réajustement où on allie mindset, entraînement, récupération, mais aussi nutrition. Et quand il y a un équilibre de toutes ces sphères, à ce moment-là, les résultats sont là, la satisfaction est là et la magie s'opère. Et totalement, moi je me rappelle d'une fois où j'avais fait une séance avec toi et il me semble que c'était pendant le confinement. Pendant le confinement, quand tu faisais les séances sur Internet, justement, et je me rappelle t'avoir dit après la séance, ah là, c'était dur, je suis morte. Et tu m'as dit, non, tu n'es pas morte, tu es vivante. Et je te jure que cette phrase a résonné en moi en me disant, mais c'est vrai en fait. C'est totalement vrai. Et tu vois, cet aspect mindset que tu as, que n'ont pas beaucoup de coachs, elle est hyper importante parce que tu arrives à déclencher des trucs qui, sur le long terme, si on y fait attention, vont changer la donne. Et tu vois, juste avant qu'on enregistre ce podcast, j'avais ma séance de sport ce matin. Et j'ai fait une séance à la salle parce que j'ai de la chance, les salles sont ouvertes à Berlin, donc j'étais à la salle et j'ai fait une séance d'1h30.
et j'ai vraiment tout donné, j'ai transpiré, j'ai terminé par un run où je me suis surpassée et j'étais hyper contente. Et c'est vrai que tu vois, cette phrase que tu m'as dite, non, tu es vivante, bah, quand j'ai fini la séance, ce que j'ai dit, c'est très bonne séance. Et pourtant, je sentais que j'avais tout donné, que j'étais fatiguée, mais ma phrase a été très bonne séance. Et tu vois, je pense que c'est ta phrase qui a fait qu'aujourd'hui, même si, alors oui, il y a des fois où je vais me dire, ouais, je suis fatiguée, mince, c'est dur, mais j'ai quand même cette petite phrase en tête qui me dit, non, je suis vivante et au contraire, génial, j'ai réussi à faire ça, quoi. Donc, c'est énorme. C'est énorme et à mon sens, c'est le plus important. C'est cette satisfaction du mental, de l'effort et surtout cette satisfaction de soi ayant été capable de réaliser un effort et d'avoir pris conscience qu'on est capable ben ça déclenche tout le reste et ce dans la vie tout court en fait. Très souvent, on se met des barrières, on se dit, ah oui, je serais pas capable de faire ci, de faire ça, alors qu'on n'a même pas essayé. Ouais. Alors qu'en essayant, même si on a échoué, eh bien, on recommence. Et si on recommence, eh bien, ça ne passe toujours pas. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est pas fait pour toi, il faut que tu changes. Soit il faut que tu continues tes efforts pour y arriver jusqu'à ce que tu y arrives. Comme on parle du mental, on va rester dans cet aspect pour l'instant avant de continuer. Il y a une phrase qui revient très souvent sur mes réseaux sociaux des personnes qui me suivent. Quand je poste des photos justement des entraînements, de ma progression, tout ça, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent moi, mon problème, c'est que je n'arrive pas à persister. C'est-à-dire que, tu sais, t'as cette vague, t'as toujours des vagues pendant l'année où tout le monde est motivé pour reprendre le sport. Ça dure 1, 2 mois, 3 mois pour les plus motivés. Et puis après, tout le monde arrête. Et beaucoup de personnes me disent, comment tu fais pour continuer? Comment tu fais pour trouver cette motivation? Toi, tu dis quoi? Comment on fait pour continuer à être motivé tout le temps? Alors, c'est simple, hein, il faut s'organiser. Si on s'organise et qu'on a un tableau de bord, entre guillemets, défini à l'avance pour mener à bien un objectif, on s'y tient. On s'y tient et le rôle du coach, justement, c'est de permettre à l'élève de garder cette motivation, donc de toujours le rappeler à l'ordre. Parce que, en effet, c'est normal qu'on ait des phases où on est à fond et puis que cette phase, elle prend un coup de mou pendant la période parce que ben on est tous des humains. Hein. Ouais. On a des périodes où on est à fond, on a des périodes où on est un peu moins à fond et ça c'est complètement humain. Et il y a des méthodes, il y a des outils qui nous permettent justement de garder le cap tout le temps. Pour garder le cap tout le temps, il faut se fixer des objectifs, mais surtout, il faut être organisé. En étant organisé, ça nous permet d'avoir des résultats beaucoup plus facilement, des résultats visibles, et ce sont les résultats qui permettent justement de garder la motivation. C'est vrai. Très souvent, quand on fait quelque chose et qu'on voit pas le résultat, et que de surcroît, on n'a pas la motivation externe pour nous permettre de continuer et de ne pas lâcher, oui, c'est vrai, on abandonne. Donc, c'est un peu ça notre job hein, en tant que coach, de permettre à l'athlète d'avoir les outils nécessaires pour garder ses objectifs de manière assidue, mais surtout dans la pérennité. Ouais. Donc déjà, il faut commencer à avoir un objectif, parce que si on part sans avoir d'objectif, on ne sait pas où aller en fait. Mais on n'a peut-être même pas forcément besoin d'objectifs. Le simple fait de vouloir faire du sport pour rester en pleine santé, c'est déjà un objectif. Ouais. Et en partant de l'objectif le plus simple, le plus basique, ça demande quand bien même une organisation pour pouvoir mener à bien cet objectif de rester en bonne santé. D'accord. Parce que je sais que tu es quand même suivi sur les réseaux sociaux, pour les gens qui te suivent et bon, pour ceux qui ne te suivent pas, depuis plusieurs années, tu fais la Spartan Race. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Spartan Race, moi je l'ai vu, je l'ai pas encore faite, mais je l'ai vu sur les réseaux sociaux, je trouve ça dingue. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et finalement la différence avec le bootcamp? Alors, le Spartan Race, c'est une course d'obstacles. Donc, c'est une course qui permet justement, de manière mentale,
de dépasser les obstacles et d'aller jusqu'au bout. L'idée de commencer, mais surtout de terminer, quelle que soit la difficulté, quels que soient les obstacles. Et cette compétition me parle en tant qu'instructeur bootcamp parce que on a toujours été dans cet univers où au bootcamp, on va toujours devoir terminer ce qu'on a commencé et aller jusqu'au bout. Et pour moi, cette compétition, c'était l'aboutissement du bootcamp. D'accord. En compétition, et il était naturel pour moi de m'y inscrire dedans. Donc, j'en pratique depuis 2014. T'en as fait combien? T'en as fait plein, hein? J'en ai fait 18. Waouh! Waouh! J'ai pu représenter la Martinique dans différents pays, sur différents continents. Ouais. Et c'est au bout de la 15e course que j'ai pu me sélectionner au championnat du monde qui ont eu lieu l'année dernière en Grèce, en novembre. Et pour moi, c'était en plus à mes 39 ans. Donc, c'était pour moi l'aboutissement le plus ultime de ma trentaine, en fait. Ouais. Et ça a été une aventure pour moi remplie de sens. Ça m'a permis d'aborder la quarantaine sereinement et avec un mindset vraiment, je dirais, indestructible face à l'adversité, aux difficultés qui se présentent à moi tous les jours, quoi, en fait, hein, parce que tous les jours que Dieu fait, il y a toujours quelque chose où, il va falloir remédier, où il va falloir faire autrement, où il va falloir accepter, où il va falloir organiser, ou bien il va falloir surpasser. Et cette aventure m'a permis justement de développer ce mindset de confiance, mais surtout de gratitude. De gratitude, pourquoi? Parce que, et d'ailleurs, je fais un petit focus là-dessus, à 3 jours de mon départ pour les championnats du monde, je n'avais pas trouvé le budget pour participer à cette course. À 3 jours? Et à 3 jours de mon départ, j'étais à 2 doigts d'annuler parce que je n'avais pas trouvé le budget pour participer à cette course. C'est pas faute d'avoir essayé à tous les niveaux, mais bon, bref. Et 3 jours avant, mes élèves m'ont fait une surprise où ils m'ont annoncé qu'ils ont fait une collecte en ligne. Et cette collecte en ligne m'a permis de boucler mon budget pour participer au championnat du monde. Oh bien! C'est quelque chose qui m'a profondément touché et ça a été pour moi l'ultime, comment je vais exprimer ça? Ça a été pour moi l'ultime preuve que dans la vie, quand on donne, il faut donner sans rien attendre en retour parce qu'un jour ou l'autre, tu vas toujours recevoir ce que tu as donné et au centuple. C'est clair. Et ce geste que mes adhérents ont eu pour moi m'a profondément touché, mais ça m'a permis aussi de comprendre que dans la vie, même si c'est pas facile, donne. Donne parce que l'univers s'occupera de faire de façon à ce que tu ne manques jamais de rien. Et même si c'est à la dernière minute, ne t'inquiète pas, l'univers sera là pour t'accompagner et te permettre d'atteindre ton objectif coûte que coûte. Et c'est vrai que à la participation de cet événement où j'avais eu des difficultés financières à y participer, ça m'a permis de comprendre que dans la vie, ça sert à rien de s'inquiéter parce que en réalité, tout est prévu déjà à l'avance et qu'il faut simplement rester dans la gratitude, accepter ce qu'il y a, accepter ce qui est et remercier tout le temps. Et même si c'est compliqué ou c'est une situation qui est difficile, j'ai appris à dire merci. Et magiquement, je dirais magiquement, même quelque chose de très difficile se produit, je remercie, le lendemain, il y a une solution ou dans la minute qui suit, il y a une solution qui s'offre à moi pour pouvoir trouver la solution pour pouvoir mener à bien la résolution de cette situation. J'aime beaucoup tes paroles parce que je trouve que ça a beaucoup de sens. Et c'est vrai que moi qui suis dans le développement personnel, ça me parle beaucoup, mais c'est tellement vrai que quand on donne, forcément on va recevoir un jour. Alors faut, comme tu le dis et tu le dis très bien, faut pas donner pour s'attendre à recevoir quoi que ce soit parce que finalement ce serait juste quelque chose d'intéressé. Non, faut juste donner parce que
on a la possibilité de le faire parce qu'on peut aider, parce que voilà. Et tôt ou tard, le jour où on s'y attendra le moins, ben voilà, on aura un retour positif et comme tu le dis au centuple, et c'est trop bien. C'est une jolie phrase que tout le monde devrait retenir, vraiment. Exact, exact. En tout cas, c'est mon expérience de vie et je tente de la partager au plus grand nombre en toute humilité. Alors moi j'ai une question. Alors on a parlé Spartan, on a parlé bootcamp. Ce qui est compliqué, je trouve, c'est de trouver le sport qui nous va. Moi, ça m'a pris des années pour comprendre que j'aimais tout ce qui était musculation. Là, je viens de découvrir que j'adore le yoga, que j'ai commencé la course il y a pas longtemps et je commence à aimer. Donc, tu vois, ça m'a pris du temps. Comment faire pour trouver le sport qui nous va? Alors, c'est tout simple, hein. À mon sens, il faut pas se limiter à pratiquer un sport. Je pense qu'il faut essayer différents univers d'activités sportives. Donc, ça peut être un univers collectif. Il faut être curieux. Il faut commencer peut-être par faire un sport collectif, du volleyball, du handball, du basket, du football. Il faut aussi pouvoir faire une introspection, se poser des questions. Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime être dans l'eau? Est-ce que je préfère être sur la terre? Est-ce que je préfère avoir un ballon en main? Ou est-ce que je préfère avoir les mains libres? Est-ce que je préfère mon sport seul ou avec du monde? Ouais. Et en faisant cette rétrospection, ça peut nous orienter déjà vers un certain type d'activité. À l'issue, on peut à ce moment-là essayer plusieurs types d'activités qui nous permettront à la suite de faire un choix et de découvrir l'activité qui nous intéresse, qui nous plaît, qui nous parle. Ça peut être aussi bien de la danse que de la natation, de la natation synchronisée, du plongeon ou de l'apnée. Mais c'est pas quelqu'un d'extérieur qui pourrait nous dire, voilà, toi, ton sport, ça va être du karaté. Toi, ton sport, ça va être du judo. Ouais. C'est quelque chose qui est intrinsèque. Donc, il est important de pouvoir se poser des questions à soi-même. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me passionne? Et si on n'a pas les réponses, eh bien, il faut être curieux. Il faut aller chercher la réponse en essayant, car on a la possibilité, bien entendu, toujours d'aller essayer une séance, quelle que soit l'activité physique et sportive. On a la possibilité d'essayer. En essayant, on va, tiens, ça, c'est sympa. J'ai envie d'essayer un peu plus longtemps. Et c'est en essayant qu'on se découvre des capacités, des compétences, voire même une passion pour une activité physique et sportive. Ouais. Justement, on trouve son sport où on fait, alors soit avec un coach, soit en groupe, comme tu dis, voilà, on arrive à trouver ce qu'on aime. Moi, je sais que je suis plutôt solitaire, donc c'est vrai que j'ai fait du sport en groupe, j'ai aimé, mais c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Et donc, par rapport à ça, c'est pour ça aussi que je fais, moi, appel à un coach sportif parce que je préfère cette proximité avec un professionnel où je suis seule et que je fais mes trucs. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a énormément de coachs, notamment sur Internet, pléthore de coachs. Est-ce que toi, tu trouves que c'est une bonne chose qu'il y ait cette mode un peu de la fit girl, fit boy sur Instagram, tout ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, dans tout, hein, il y a le positif, il y a le négatif, il y a les avantages, il y a les inconvénients, il y a la lumière, il y a l'obscurité. Donc, c'est à nous de faire preuve de discernement de ce qui pourrait être bien ou pas bien pour soi. Donc, je ne porterai pas de jugement sur les pratiques différentes de mes confrères et de mes consoeurs. Je dis juste qu'on a tous une mission et que chacun essaie de mener à bien sa mission en fonction de son univers, en fonction de ses croyances, en fonction de ses vérités, en fonction de sa culture, en fonction de son éducation. Par conséquent, le fait qu'il y ait une pléthore de coachs aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou sur Internet, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de démocratiser la pratique du sport qui, de surcroît, n'est pas une pratique pour juste le fun. Le sport, c'est pour rester en bonne santé.
Le sport, c'est pour être en pleine santé. Le sport, c'est pour pouvoir mieux vieillir et surtout affronter les situations de la vie de manière active. Parce que très souvent, on subit des situations. Par exemple, le confinement, on ne l'a pas décidé. Ouais. Pour certaines personnes, ils ont subi le confinement. Pour d'autres, ça a été une opportunité. Pour d'autres, ça a été une catastrophe. Pour d'autres, ça a été la fin du monde. Mais quand bien même, quelle que soit la situation, je reste persuadé qu'en étant un sportif, en étant quelqu'un qui prend soin de soi, qui prend soin de son mindset, qui prend soin de son bien-être et de sa santé, reste quelqu'un qui a plus de chances de surpasser les difficultés, mais surtout de pouvoir s'adapter à des situations qui très souvent sont difficiles à vivre. Tu mets l'accent sur la santé et le bien-être dans la pratique du sport et je trouve ça génial parce que je trouve que souvent on oublie cette notion que le sport avant tout c'est pour être en bonne santé et une question de bien-être. J'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses, j'ai l'impression que on associe majoritairement dans le temps le sport et la minceur et le sport c'est fait pour maigrir et on s'arrête là. Alors que moi je sais que par exemple quand je cours, quand je fais un 10 km, ça me procure vraiment un bien-être. Et alors oui, peut-être qu'il y a eu dans mes objectifs cet aspect, peut-être perdre de poids, tout ça, mais je trouve que c'est important de rappeler aux gens que le sport c'est avant tout pour être en bonne santé. T'en penses quoi? C'est exactement ça. Et en tant qu'éducateur sportif des métiers de la forme, mais aussi des activités physiques pour tous, c'est ma mission de favoriser ce message, de faire comprendre ce message que le sport, c'est pas seulement pour faire partie d'un concept, c'est pas seulement pour faire partie d'un groupe. Le sport, c'est avant tout et surtout pour rester et être en bonne santé. Donc, très souvent, chacun utilise son axe éditorial, entre guillemets, de communication en fonction de ses sensibilités, en fonction de leur concept. Le mien, en tout cas, il se dirige vers le sport, santé, bien-être, de façon à ce que la population ou les populations puissent comprendre que le sport fait partie intégrante de notre hygiène de vie. Sans le sport dans nos vies, on développe très souvent des maladies, on est assujetti au stress. Le sport est un excellent anti-stress. Le sport permet d'évacuer les toxines. Donc, c'est notre meilleur médicament. Bien entendu, en ayant l'alimentation qui va avec. On va justement en parler. Voilà, c'est ma mission en tant que coach, en tout cas, de permettre au plus grand nombre de le comprendre et de l'expérimenter, surtout ça. Justement, alors là, on va parler de l'aspect alimentation. Moi, pendant des années, mais vraiment, en fait, jusqu'à ce que je te rencontre, je crois, que j'avais carrément zappé cet aspect alimentation. Et j'étais plutôt dans une démarche, si je fais du sport, c'est 90% de l'effort que j'ai à faire pour soit avoir un ventre plat ou perdre du poids ou peu importe. Mais pour moi, avant, c'était vraiment le gros du travail. Et puis en plus, je pensais que je mangeais bien. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je me fourvoyais un peu, parce que je pensais que je mangeais bien, ce qui n'était pas le cas. Et à côté de ça, je me disais, puisque je mange bien, selon moi, je n'ai pas besoin de faire, de changer mon alimentation. Le sport, ça me suffit. Mais avec les années, en travaillant avec toi et avec d'autres, j'ai compris que déjà la façon dont je mangeais n'était pas bonne. Et souvent, je crois que on a une mauvaise vision de ce que l'on mange parce qu'on ne sait pas. Mine de, on nous apprend pas comment bien manger. Au contraire, on est dans un monde où la malbouffe est mise en avant un peu partout. Et j'ai aussi compris que la nourriture, ce que je mangeais finalement, c'était
la plus grosse part de mon entraînement physique, en fait. Et que j'aurais pu faire toutes les pompes du monde, tous les squats du monde. Si je mangeais mal, j'aurais pas de résultat. Comment faire passer ce message aux gens? Toi, t'en dis quoi? Même si je sais que ce que je dis, ça vient de toi. De manière imagée, pour bien comprendre, le corps fonctionne comme un véhicule. Si on a besoin de faire 100 km et qu'on met le volume d'essence pour faire que 20 km, est-ce qu'on pourra faire nos 100 km avec notre véhicule? Non. Par conséquent, l'essence qu'on met dans un véhicule, on le considère comme notre alimentation. Pour atteindre un objectif, on est obligé de mettre un certain nombre de litres d'essence pour faire un certain nombre de kilomètres. Pour le corps, c'est pareil. Si on met pas d'essence dans notre véhicule, le véhicule, il va nulle part. L'alimentation pour le corps, c'est comme l'essence d'un véhicule. Donc, si et de sur quoi on ne met pas l'essence adéquate, on a un diesel et qu'on met du sans-plomb dedans, le véhicule, il va nulle part. C'est pareil pour le corps. Si je veux faire un semi-marathon et que j'ai mangé au McDo juste avant, je n'irai nulle part. Je vais faire 10 km. Voilà, je vais faire 10 km, mais j'en ferai pas plus. Donc, voilà, de manière imagée, pour ne pas trop rentrer dans des détails scientifiques, pour moi, l'alimentation ne peut pas être dissociée aux objectifs. Donc, en fonction des objectifs, bien entendu, il y a un protocole qu'on applique pour son entraînement, mais il y a aussi un protocole nutrition qui doit être en adéquation de son entraînement, donc avec la nutrition. Il faut que ça soit cohérent. Est-ce que toi, tu fais les deux? Est-ce que toi, tu fais un programme? Alors, je sais la réponse, mais bon, pour les gens qui ne savent pas, est-ce que toi, tu fais justement cet accompagnement alimentaire et physique? Alors, je fais cet accompagnement alimentaire et physique et je vais même plus loin, on fait aussi l'accompagnement mental de façon à pouvoir accompagner, quel que soit l'athlète, à 360 degrés, aussi bien sur le plan préparation physique, préparation nutrition, préparation mentale. Et on peut même encore aller plus loin parce que je n'ai pas la science infuse. Quand j'ai un sujet qui me dépasse et que je n'ai pas les compétences, je travaille en collaboration avec des médecins nutritionnistes, avec des diététiciens, avec des ostéopathes, des kinés ou voire même des médecins du sport. Donc, très souvent, je suis amené aussi à travailler en collaboration avec des professionnels de manière à apporter toutes les réponses à mes athlètes. Et justement, parce que ça, c'est quelque chose que tu mets en place depuis quelque temps, pourquoi être passé du bootcamp, par exemple, de la Spartan, à aujourd'hui quelque chose où, on peut dire la spiritualité est au centre du sport, la nutrition aussi. Qu'est-ce qui t'a fait évoluer dans ce sens-là? Tout simplement, ça a été pour moi une succession d'expériences de vie avec mes adhérents où j'ai pu, parce que le sport, c'est une science. Ouais. Le sport, ça évolue tout le temps. J'ai commencé il y a une dizaine d'années où, en effet, je ne maîtrisais pas le quart de ce que je maîtrise aujourd'hui. Et c'est fort de mon expérience qu'aujourd'hui, je me focalise sur l'accompagnement à 360 degrés, car pour moi, c'est à l'issue de mes recherches, à l'issue de mes différentes formations, mais surtout à l'issue de mes différentes expériences avec un public varié qui m'a permis de développer ces compétences qui aujourd'hui me permettent d'accompagner un athlète ou simplement un sportif lambda qui souhaite juste faire du sport pour être en pleine santé, ou quelqu'un qui souhaite perdre du poids ou prendre de la masse musculaire, qui aujourd'hui m'ont permis d'avoir ces compétences aujourd'hui pour m'orienter vers un accompagnement à 360 degrés.
Ouais, et c'est vraiment cool. Nous qui sommes, justement, toi et moi, qui sommes en train de travailler ensemble en ce moment. Par exemple, si je donne un peu une image de mon entraînement, ben, j'ai de la course. Là, on va commencer la salle parce que ma salle de sport s'est réouverte, donc on va commencer la salle. Mais j'ai aussi des séances de yoga et c'est vrai que j'ai aussi un accompagnement alimentaire. On parle beaucoup, justement, ces conversations quand il y a une baisse de régime ou quand, voilà, tu sens que je suis plus très carré dans ce que je dois faire. Et c'est vrai que je trouve que cet accompagnement est hyper intéressant parce que, bah, comme tu le dis, tu touches tous les aspects qui finalement me font progresser sur cet aspect physique, mais pas que. Parce que tu vois, quand on parle de dépassement de soi, de motivation, de choses comme ça, ben, il y a un côté aussi mindset, développement personnel, qui là n'est plus physique, qui est mental. Mais ça me permet après de me dire, ben, tiens, ça, je l'applique pour mon entraînement physique. Mais comme tu me le disais très bien, je peux l'appliquer aussi dans d'autres aspects de ma vie. Et c'est ça qui est super cool, je trouve, dans ton accompagnement. C'est ça. Et tout ça, c'est arrivé fort de mon expérience et des différents publics que j'ai pu toucher qui m'ont permis justement de toucher du doigt que l'un ne peut pas être dissocié de l'autre. Donc, il est important que tout soit équilibré pour que les résultats puissent être probants. Ok. On va, juste pour récapituler pour les gens qui nous écoutent, quels sont les programmes que toi tu proposes aujourd'hui? Alors, je propose différents programmes. Je propose aussi bien de l'accompagnement personnalisé, adapté, de manière à répondre aux besoins d'un client. Je propose aussi du coaching personnalisé en petits groupes parce que il y a aussi des personnes qui aiment bien se sentir dans un petit groupe où il y a de l'émulation, où il y a de la cohésion, où on se soutient. Je propose également des cours collectifs. Je travaille essentiellement en plein air. Donc, c'est ce qui fait aussi la différence de ce qui se propose sur le territoire. Je préfère travailler en plein air parce que déjà, toute la journée, pour la plupart de mes athlètes, ils sont enfermés entre quatre murs dans la clim. Ouais. Très souvent, ils n'ont pas envie de se retrouver encore pour faire du sport entre quatre murs. Ils préfèrent être au contact de la pluie, du vent, du soleil. Et pour moi, ce sont des énergies qui sont indissociables au bien-être, car on doit être capable de s'adapter à son environnement, mais surtout de vivre avec son environnement. Et j'ai la chance de vivre au paradis, parce que pour moi, la Martinique, c'est une île paradisiaque. C'est vrai. Il était pour moi logique de m'orienter sur l'accompagnement de mes clients en plein air. Aujourd'hui, avec ce que nous avons vécu, le confinement, il est important pour moi aussi de développer cet accompagnement via le digital. Donc, je suis en train de tout digitaliser, entre guillemets, de façon à continuer, par exemple, tout comme toi, de pouvoir continuer à m'occuper de tous ceux et celles qui souhaitent à l'international d'un accompagnement à 360 degrés via le digital également. Ouais, et c'est ce qu'on fait ensemble en ce moment. Alors, exact. Ça fait bientôt 1 heure qu'on parle, donc je te pose les 3 dernières questions et après je te laisse tranquille. Une question qui, je pense, est importante. Quand on veut commencer le sport, quelles sont les choses à garder en tête? Quels sont les éléments importants auxquels on doit faire attention quand on n'a jamais fait de sport ou très peu et qu'on veut commencer le sport? C'est quoi les conseils quand on veut se lancer? Alors, la première chose qui pour moi est la plus importante, c'est de savoir à qui on met à qui on donne accès à son intégrité physique. Parce qu'il est très important aujourd'hui de faire attention parce qu'il y a de tout et du n'importe quoi, notamment sur le digital. Et il est important de savoir si la personne qui va vous prendre en main a les compétences, mais pas que, a aussi bien des compétences, mais a un diplôme. Aussi bien un diplôme, mais a une carte professionnelle. Parce que très souvent, les gens ont des diplômes, ils n'ont pas le droit d'exercer.
Ouais. Il y a aussi la particularité où il faut savoir qu'il faut que le coach il soit assuré parce que si la personne se blesse, elle doit être prise en main par l'assurance de responsabilité civile professionnelle du coach. Donc, pour moi, la première chose, c'est de savoir à qui je donne la responsabilité de mon intégrité physique. Ouais. Parce que à partir de là, va découler tout le reste. La satisfaction et aussi les résultats. Ensuite, en deuxième lieu, je dirais les objectifs. Quels sont vos objectifs? Est-ce que je veux faire du sport pour faire du sport? Est-ce que je veux faire du sport pour être en bonne santé? Est-ce que je veux faire du sport pour prendre de la masse musculaire ou perdre du poids ou pour participer à une compétition? Donc, savoir pourquoi je veux faire du sport. À ce moment-là, ça nous oriente vers telle ou telle activité, soit du coaching personnalisé, soit du coaching collectif, soit à une préparation physique d'un sport collectif. Donc voilà, il est important de savoir quel est son objectif et à partir de là, ça pourra mieux orienter le choix que l'on fera pour pratiquer du sport. Ensuite, en troisième lieu, je dirais juste pourquoi. Pourquoi je veux faire du sport? Est-ce que c'est juste pour du loisir ou c'est essentiellement pour être en bonne santé? Et je pense qu'avec ces trois questions, on peut s'orienter, on peut être guidé. Il faut surtout ne pas hésiter à poser des questions, soit à son entourage, ou soit sur les réseaux, ou soit même appeler des ligues ou même des coachs qui seront en mesure de vous orienter à faire le bon choix. Ouais, ça, je trouve que c'est super important. Poser des questions, et si le coach à qui vous posez des questions n'est pas capable de vous répondre ou vous sentez que vous le saoulez, déjà vous savez que c'est pas un bon coach. Moi, je sais que je peux poser n'importe quelle question à Lino à n'importe quel moment, et même s'il répond pas tout de suite, il va me répondre. Et ça, c'est hyper important parce que nous, on ne sait pas tout, on sait encore moins ce que notre coach. Et des fois, on a de l'incertitude, on a besoin de réponses à des questions qui peut-être sont bêtes, mais voilà, on n'est pas professionnel, et je trouve que c'est super important que le coach soit là et qu'il soit apte à répondre à vos questions. Donc, posez des questions dès le départ et voyez comment sont perçues vos questions. Et c'est super important. C'est ça. Où est-ce qu'on peut te contacter? Comment te contacter si on veut travailler avec toi? Alors, on peut me contacter via mon site internet. Alors, c'est ginobodyandsol.com. Ouais. Alors, je dis juste, pour le moment, il est en refonte. Ouais. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour le moment, soit par téléphone au plus 596 696 21 72 72. J'ai aussi un mail. Le mail, c'est tsa.972@gmail.com. Donc, je suis plus facilement joignable, soit par téléphone ou soit par WhatsApp. Je suis assez réactif par téléphone. Sinon, ma page Instagram, c'est Tropic Sport Attitude. Et ma page Facebook, pareil, Tropic Sport Attitude. Génial. Qui bientôt se transformera en Gino Body and Soul. Yes, justement l'accompagnement à 360. Voilà. Génial. On va terminer avec une dernière question. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi ou de ton expérience, quelle serait-elle? Si on devait retenir qu'une chose de moi, soit de toi, de ton expérience, ou un message que tu veux faire passer, expérience, quelque chose d'important que tu veux faire passer, ce serait quoi? N'abandonne jamais. Génial. N'abandonne jamais. Parce que même quand c'est difficile, même si tu es à terre, marche à quatre pattes. Si tu peux pas marcher à quatre pattes, rampe. Si tu peux pas ramper, roule sur toi-même. Mais n'abandonne pas, continue à avancer parce que
C'est en avançant que les choses vont se décanter, que les opportunités vont s'ouvrir à toi. Et c'est à force d'abnégation, face à la difficulté, face aux difficultés, qu'on devient plus fort. Et d'ailleurs, les difficultés, à mon sens, ne sont que des opportunités pour pouvoir affronter notre vie de manière sereine. Parce que, à mon sens, la vie facile, je crois que ça n'existe pas. C'est une utopie. C'est clair. C'est une utopie. Maintenant, on peut se faciliter la vie en changeant son mindset face aux difficultés que nous rencontrons. Et personnellement, pour moi, une difficulté est une opportunité à me surpasser, à trouver des solutions pour pouvoir continuer à avancer. Donc, si je devais me définir en un mot ou en deux mots, ça serait « n'abandonne jamais ». Génial. Donc, on garde ça pour la fin. N'abandonne jamais. Merci Gino de m'avoir accordé un peu de ton temps. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. On a pu te découvrir ton univers, ta façon de travailler. Et je trouve ça vraiment génial parce que ton travail mérite d'être connu. Vraiment, merci. C'est moi qui te remercie, Tia, de m'avoir sollicité, de m'avoir offert cette opportunité de m'exprimer et de me permettre de m'exprimer de façon à ce qu'on puisse me découvrir. Donc, merci à toi et rendez-vous dès demain pour la suite de notre préparation. Exactement. Donc, moi, je vous dis aussi merci à vous qui m'écoutez tous les mardis. On se retrouve justement mardi prochain sur iTunes, Spotify et n'hésitez pas à aller voir aussi la page Instagram de ma pause café avec Tia. Je fais de très gros bisous et à très vite.